Information sénatoriale, pour nous l'enfer du décor, alerté, 2 tiers des enfants de moins de 15 ans et 1 tiers de ceux de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des images pornographiques. Ah, On sait que les images véhiculées par la pornographie traumatisent et affectent durablement et profondément de nombreux jeunes dans la construction de leur personnalité. Ils contribuent également à la banalisation des actes de violence sexuelle et des actes de violence contre les femmes. Il y a déjà eu plusieurs demandes faites par des parlementaires aux sensibilités politiques différentes, mais nous n'avons pas suffisamment progressé sur cette question. Je viens de déposer une proposition de résolution que je tiens ici à votre disposition, demandant une commission d'enquête. Les pistes sont nombreuses, travail de communication vis-à-vis des parents, vis-à-vis des mineurs qui souffrent d'addiction, loin de tout jugement moral, sanctions financières infligées aux fournisseurs d'accès Internet qui ne mettraient pas en place des systèmes de contrôle d'âge. La CNIL, par exemple, recommande que l'internaute fournisse un justificatif pour prouver son âge. Dans l'attente de la validation de ce justificatif, le site ne devrait plus laisser apparaître aucune image pornographique et devrait afficher un écran noir. Cette mesure paraît facile. Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais. Audition d'Éric Dupond-Moretti hier. Délégation aux droits de l'enfant. Je vous remercie. On écoute Monsieur Dupond. Le groupe LFI, Madame Maximi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez déclaré aussi Monsieur le ministre. C'est un sujet névralgique pour moi. Effectivement, vous venez de parler, de rendre hommage aux éducateurs. Moi, je vais vous parler des alertes qui sont nombreuses dans ce domaine, nombreuses et récurrentes et qui d'ailleurs s'accélèrent et s'amplifient. Ces alertes, elles viennent des professionnels, des éducateurs, de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des juges, notamment des juges pour enfants. Récemment, la défenseur des droits s'est saisie sur la situation de 2 départements en France, ce qui est évidemment très préoccupant. Elle considère que la protection de l'enfance est totalement dégradée, qu'il y a un risque pour le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et oui. Elle parle de ces deux départements, mais elle souligne d'ailleurs dans sa saisine que la protection de l'enfance dans de nombreux territoires n'est plus dûment assurée. Alors, il y a des chiffres qui ont été... Plus de protection de l'enfance en France. C'est un travail de recherche journalistique réalisé par un journaliste de Mediapart et qui a listé quelques mesures non exécutées. À Nancy, nous avions à ce moment-là 32 placements non exécutés, certains d'ailleurs qui dataient de plus de 4 mois. En Loire-Atlantique, c'est 100 placements non exécutés. Dans le Maine-et-Loire, en mai dernier, c'était 160 placements non exécutés. Le tribunal estimait qu'il fallait 6 mois à 1 an pour obtenir une place. À Châteauroux et dans d'autres villes, c'est entre 6 mois et 1 an pour accéder à une mesure d'AEMO. En Seine-Saint-Denis, c'est 11 mois d'attente pour exécuter des mesures et 2 ans pour une AEMO renforcée. À Saint-Nazaire, c'est 200 mesures d'AEMO qui ne sont pas exécutées. Donc ces chiffres, je l'ai dit, c'est le travail journalistique parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffres officiels. Il n'y a pas de comptage, de travail, de mesures, d'évaluation. Et c'est fait exprès. De cette situation. Donc, il est difficile en fait d'avoir une vision d'ensemble de Pas de la chiffres. situation de notre pays en termes de protection de l'enfance. Eh oui. Et pourtant, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est un problème qui est structurel, que nous retrouvons dans tous les départements aujourd'hui, du fait d'un effondrement de la politique de la protection de l'enfance. Effondrement. Un effondrement au niveau de l'accès aux droits et surtout des places et des moyens disponibles pour les éducateurs. Vous avez rendu hommage aux éducateurs et aujourd'hui, ils alertent de la souffrance, des difficultés qu'ils ont à exposer, à faire leur métier. Alors moi, je voulais juste vous demander quelle était votre feuille de route justement pour pouvoir agir vraiment structurellement sur la non-exécution. Marianne Maximi, France Insoumise, députée dans le Puy-de-Dôme. Les drames vont avoir lieu, ont déjà eu lieu et vont avoir lieu de manière encore des drames vont avoir lieu et ont déjà eu lieu. Pour le groupe des Républicains, Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur les délais de la Alexandre Portier, familiale. député les statistiques du Rhône. de notre ministère indiquent pour 2020 un délai moyen de plus de 2 ans, 28 mois précisément, pour les procédures de rupture d'union prononcées par le JAF, le juge des affaires familiales, et donc un délai semblable pour acter le lieu de résidence de l'enfant. En 2 ans. consentement mutuel, le délai reste malheureusement important, 16 mois, et n'a pas évolué depuis 2018. En cas de recours, statuer sur l'autorité parentale nécessite 13 mois supplémentaires, donc des délais qui sont conséquents. Ces délais ne sont pas dus à une augmentation du nombre de demandes relatives aux enfants mineurs après séparation des enfants, car celles-ci sont en baisse de 13% entre 2016 et 2020, de même pour le nombre de recours à la justice en cas de séparation.
Ces délais, malheureusement, vont à l'encontre de l'engagement de la France en tant que signataire de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, notamment à son article 7 relatif à l'obligation d'agir promptement. Ma question est donc très simple et c'est la suivante. Comment comptez-vous réduire les délais précités afin que cette obligation d'agir promptement puisse devenir une réalité? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Portier. Pour le groupe démocrate, Monsieur Balanant. Oui, merci, Madame la Présidente. Déjà, pour commencer, je voulais juste redire que parfois notre travail dans les délégations, il porte ses fruits. On l'a vu sur la délégation du droit des femmes et j'espère que cette délégation que l'on crée va pouvoir justement mettre le focus et avancer encore plus vite sur la question des droits des enfants. Des droits évidemment et de leur bien-être en réalité dans cette société assez difficile pour eux. Juste quand même avant de voir tous les points négatifs, parce qu'il y en a évidemment, il y a aussi des points très positifs, je voulais commencer par cela. Je voulais juste rappeler quand même que, et vous l'avez fait d'ailleurs, que la justice pénale des mineurs est un vrai, la réforme de la justice pénale des mineurs est un vrai succès. On a entendu beaucoup de critiques avant même qu'on ait commencé à travailler sur le sujet, sur ce qu'on voulait faire, et on l'a fait, et je crois qu'on l'a bien fait. On a aujourd'hui des délais qui sont largement réduits. Cependant, évidemment, la question des enfants, de leur protection, il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre pays. Vous le savez, j'étais auteur d'un texte sur le harcèlement scolaire et ce texte reposait sur 3 piliers. La prévention, l'accompagnement et la protection. Et je crois que ces 3 piliers, on peut les décliner sur tout le travail qu'il nous reste à faire. Vous l'avez dit, la prévention, vous avez parlé des éducateurs qui font un travail remarquable, mais moi je voulais savoir comment on peut multiplier les liens entre l'école, donc l'éducation nationale et votre ministère et le ministère de la Justice, pour que les enfants connaissent mieux leurs droits. Moi j'ai la conviction que quand les enfants connaîtront mieux leurs droits, ils auront plus de capacité à savoir quelque part se défendre ou actionner les leviers pour se défendre. Merci beaucoup, Monsieur Balanant. Pour le groupe socialiste, je n'ai pas vu. Horizon non plus. Donc, pour écologique, Madame Pasquini. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, la protection de l'enfance vit une crise durable et profonde. Le Président a déclaré vouloir faire de la protection de l'enfance une cause majeure de son quinquennat. Si on fait des promesses électorales en invoquant le droit des enfants, il faut se donner les moyens de les tenir. Il faut donc se ressaisir rapidement. Si tous les enfants méritent que nous prenions toujours en considération leur intérêt supérieur, il faudrait que cela soit d'autant plus le cas pour les enfants placés et aujourd'hui nous sommes loin du compte. Quand un enfant n'a pas la chance d'obtenir un lit dans un foyer, il reste en attente dans la famille dont le juge a décidé de l'éloigner. Il est d'ailleurs étonnant que plus de drames n'aient pas eu lieu. Mesures de placement en milieu ouvert non effectuées, liste d'attente sans fin, crise des vocations, turnover, surcharge des dossiers, salaire moindre. Le Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert a alerté au printemps 2022 sur le fait que 70% des associations avaient une liste d'attente. En 2019, elles étaient 50%. Certaines associations avaient des listes d'attente allant de 20 à 50 semaines. Au cœur de ce manque de moyens, qui est devenu un bien triste leitmotiv, se trouve l'enfant. Un enfant qui a déjà beaucoup souffert en famille, l'endroit qui devrait le protéger et lui fournir l'amour nécessaire pour grandir. Intervient donc l'État, qui lui aussi, comme la famille, devient défaillant et rajoute une couche de plus à la souffrance que ces enfants ont dû subir depuis le début de leur existence. Pallier ces listes d'attente qui se rallongent à ce manque de moyens, beaucoup d'établissements sociaux et médico-sociaux doivent faire appel à des intérimaires ou à des personnes non qualifiées. Quand ils n'y arrivent pas, c'est une surcharge de travail qui se rajoute à l'équipe en place. Ma question est donc la suivante. Comment garantir la qualité du suivi de l'accueil et le besoin de stabilité dont ces mineurs ont désespérément besoin? Et à quelle échéance envisagez-vous d'ouvrir les vannes des moyens financiers pour qu'elles puissent être assurées une protection à la hauteur pour tous ces enfants qui silencieusement mais douloureusement se cachent derrière ces statistiques? Merci beaucoup. Nous avons fini ce premier tour de table, Monsieur le Ministre, d'un représentant par un groupe politique. Je vous laisse donc répondre à ces premières questions.
Et en fonction du temps, nous verrons ce que nous pourrons faire après. La présidente, d'abord, Madame la députée, sur cette question de l'accès, j'allais dire libre, à la pornographie en ligne. Je crois que la seule question qui est posée, c'est mineur ou majeur. Et tous les enfants qui savent lire, s'ils appuient sur le bon bouton, ont accès à la pornographie. Vous évoquiez les incidences sur une personnalité en construction. Moi, je vais plus loin, je pense que c'est générateur de délinquance. Oh, bah, faut y remédier, Dupont. Parfois, on parle de l'augmentation de la délinquance. Vous savez que dans certains secteurs, elle est en baisse, dans certains secteurs, elle est en hausse. Et ça, en particulier, je pense que c'est générateur de délinquance. Il faudrait condamner les violeurs. Il y a d'ailleurs une publicité là, qui est très intéressante où on voit des gamins qui évoquent les images. Bon, vous avez vu ça, c'est très bien fait, c'est très réaliste au fond. Autre élément générateur de délinquance à mes yeux, c'est le confinement, dont on n'a pas encore mesuré les conséquences psychologiques. Et la balade. On était sur les droits de l'enfant, la protection de l'enfance. Regardez bien la déviation. Était rendu destinataire, bien sûr, les délinquants. Du rapport sur la pornographie qui résulte du travail sénatorial, délégation aux droits des femmes. Et on a évidemment évoqué toutes ces questions. Et notamment, le rapport aborde la facilité pour des enfants d'accéder à la pornographie. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan européen, il faut qu'on y travaille. Alors, vous me demandez, l'écran noir, je ne suis pas un technicien, mais ce que je peux vous dire, c'est que mes services travaillent évidemment avec des techniciens pour justement interdire l'accès, tout simplement, l'accès de la pornographie aux mineurs. On travaille aussi sur des textes. Il y a à la fois la plateforme, mais il y a aussi celui qui fait le film et qui l'offre à la plateforme, qui la diffuse. Est-ce qu'on ne peut pas, là, réglementer sur le plan pénal? On y réfléchit. De la même façon, sur les outils, toujours sur le plan technique, mais je ne suis pas le mieux à même de vous en parler, parce que évidemment il faut un certain niveau de connaissance de ces questions techniques, mais il y a la carte d'identité, bien sûr, il y a également une carte bancaire, il y a évidemment l'idée d'associer, et d'ailleurs c'est le cas, ce n'est plus une idée, c'est une réalité, l'ARCOM à la réflexion, la culture, l'intérieur, on est tous intéressés parce que on constate tous la même chose, c'est que les mineurs ont accès à la pornographie et on a tous la certitude que c'était extraordinairement mauvais. Voilà. Mais il n'y a pas que le rapport, le respect que l'on doit aux femmes, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, enfin, j'évoquais ça avec justement quand j'ai reçu les sénatrices à mon époque, pardon, hein, les premiers émois, c'était comment s'appelait-elle, Michel Mercier. Alors déjà, c'était révolutionnaire. Dans la cour de récréation, je vois certains d'entre vous qui sourient, savent de quoi je parle. Bon. Aujourd'hui, on a complètement basculé dans quelque chose d'ultra violent. Moi, je trouve ça très grave que des gamins de 11 ans, c'est l'âge moyen. Hein. C'est l'âge moyen. Je ne sais pas si on l'a dit dans nos débats, là, mais cette précision, elle est utile. C'est pas 17 ans et demi, voilà. C'est 11 ans. Découvrir une idée de la sexualité avec des images qui sont ultra violentes, non expliquées, on est loin des cigognes qui apportent les bébés
etc., etc. Donc voilà, il y a le donneur de quelque chose leçons, de très délétère et de dévastateur dans ces images. condamné violeur, et pédophile, pédolande, en travaillant ensemble. 11 ans. Parce que toutes les idées sont Moi, je connais des gosses de 8 ans qui ont déjà accès à des contenus porno. Imposer qu'un certain nombre de choses soient faites 11 par ans. ceux qui produisent ces films et que l'on pourrait sanctionner s'ils ne prennent pas toutes les précautions pour protéger les mineurs. Ah, bah on aimerait bien que tu tapes dans le réseau, monsieur le ministre. Parce qu'il y a là, alors pardon, mais quand on parle de droit, il faut toujours être précis, mais là je le fais pour vulgariser le propos, mais il y a une sorte de corruption de mineurs là, qui s'opère. On n'est pas dans le texte sur la corruption de mineurs, hein, mais le sens général c'est ça, et il faut pouvoir l'appréhender. Donc j'ai effectivement lancé des travaux sur cette question, et toutes les réflexions sont les bienvenues. Parce qu'il faut qu'on éradique absolument cette possibilité pour des enfants, pour des petits, d'avoir accès à ces On images, éradique, vous entendez le mot de nature pornographique. Si vous me permettez juste le temps. Mais en France, on les laisse tranquilles, les pédos. Très intéressant dans le cadre du colloque que nous avions ce matin. Et nous avions l'ARCOM qui nous a fait un point de situation d'où ils en étaient par rapport aux décrets et des processus judiciaires en cours et des discussions qu'ils avaient avec les opérateurs. Nous les avons enregistrés sur le colloque et on pourra vous donner les notes et le contenu dès qu'ils auront été retranscrits. Excusez-moi de vous avoir coupé. Allez-y, je vous en prie pour continuer. C'est ça la co-construction. Naturellement, on est en lien avec l'ARCOM également pour coordonner ce qu'ils vont faire, notamment sur le plan technique, ce que nous allons faire. Peut-être la voie pénale, en tous les cas, elle est envisagée, mais il faut qu'on règle cette question. Voilà, la réponse qui est la mienne. Ensuite, j'ai été interrogé par Madame Maximi. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'avais tenu à rencontrer Monsieur Sauvadet. C'est d'abord le département. Je veux quand même le rappeler ici. Ce n'est pas le ministère de la Justice, même si le ministère de la Justice, comme vous évidemment, est préoccupé par ces questions. Et je voudrais vous dire que le budget 2023 prévoit une augmentation de plus de 10% des moyens alloués à la PJJ et 92 agents supplémentaires. Ça, c'est la réponse que je peux apporter à cette question légitime que vous posez. Il y a le département. Et dans la relation entre le département et l'enfance, il y a le rôle, je ne doute pas que vous l'entendrez, peut-être l'avez-vous envisagé, de Charlotte Cohen, évidemment, qui est en permanence en relation avec les départements pour améliorer la situation que vous rappelez et que vous dénoncez à juste titre. Catastrophique la France, monsieur Dupond-Moretti. Sur les délais de la justice. Alors, sur les délais de la justice, je voudrais vous rappeler... Alors là, c'est cata. Plusieurs choses. D'abord, c'est une de mes préoccupations, le temps long. Il dort pas. Chaque fois que les Français sont interrogés sur la justice, ils dénoncent sa lenteur. Et de fait, ils ont raison. Donc, on a décidé de réduire les délais. Comment on fait pour réduire les délais? Il y a plusieurs axes et plusieurs leviers. D'abord, simplifier les procédures. Et je présenterai tout prochainement le résultat de nos travaux qui concernent les états généraux de la justice. Je dis nos travaux parce que beaucoup de gens ont phosphoré sur ces états généraux de la justice, vous le savez, un comité indépendant présidé par Jean-Marc Sauvé, composé de parlementaires bien sûr, présidente de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque présidente de la commission des lois, François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, magistrat de la Cour de cassation, enseignant, avocat. Ça, c'est le comité indépendant. Puis, un certain nombre de groupes de travail, pour la plupart d'entre eux
qui ont été conduits par de hauts magistrats, puis un travail que j'ai conduit dans toute la France à la rencontre de nos compatriotes, la mise en place d'une plateforme. Et de tout cela, il y a un certain nombre de propositions. Alors, les propositions, en matière civile en particulier, puisque je me rapproche, et je vais me rapprocher de façon précise de la question que vous me posez, de tout cela, il résulte que nous irons, je l'ai déjà dit, ça ce n'est pas un scoop, vers une équipe autour du magistrat, ce qui permet de rendre des décisions plus rapides. Que l'équipe autour du magistrat permet aussi un déstockage. Et ça, nous l'avons déjà expertisé. Ce sont les fameux contractuels que j'ai envoyés dans toutes les juridictions, au nombre de 2000. 1000 au civil et 1000 au parquet. Et les 1000 au civil ont permis un déstockage qui est un déstockage important. Déstockage. 25% au niveau national d'affaires en moins déstockées. Et donc, ce déstockage, au-delà du terme un peu techno, il est en réalité synonyme de dossiers jugés plus rapidement. Parce que moins on a de stock et plus on juge vite. L'autre axe, évidemment, c'est développer l'amiable pour inciter les parties à se mettre d'accord. Et vous verrez que grâce à cela, on va permettre à la justice d'être rendue beaucoup plus rapidement. Enfin, la dernière chose, bien sûr, c'est du personnel supplémentaire. Et les différents budgets nous ont permis de mettre cela en place. Le budget justice, c'est 44% d'augmentation depuis l'élection du président de la République, premier quinquennat. C'est 3 fois 8% depuis que je suis garde des Sceaux, ce qui fait 26%, parce qu'en matière budgétaire, 3 fois 6 n'ont jamais fait 24. Ce n'est pas une incongruité, c'est une réalité. Et donc grâce à ça, naturellement, on a embauché des magistrats, des greffiers... Et arrêter les placements abusifs. Libérer des enfants, ça déchargerait pas les magistrats et les TGI saturés en assistance éducative? Non, peut-être. Ah ben il n'en parle pas, monsieur Dupont, Moretti, garde des Sceaux. Nous envisageons une loi de programmation que j'aurai l'honneur de vous présenter sans doute en début d'année prochaine. Une loi de programmation. Il y a, comme l'a dit le président de la République, un plan massif d'embauche que nous allons mettre en place, 1500 magistrats, 1500 greffiers, des contractuels et naturellement du personnel pénitentiaire, puisque parallèlement à ça, vous le savez, nous créons des places de prison supplémentaires et des CEF, naturellement, ce qui nous intéresse. Ah bah j'espère que ça sera pour emprisonner des pédos. Aujourd'hui, puisque l'on évoque plus de places dans les prisons. De l'enfance. Voilà quelques réponses que je peux vous apporter. Erwan Balanan, merci d'avoir rappelé quelques points positifs. C'est rare, mais c'est bien. Et c'est d'autant mieux que c'est rare. Bon. Comment faire connaître, je l'ai dit un peu tout à l'heure dans mon discours, notamment la PJJ se déplace et dit un certain nombre de choses dans les différents établissements pour permettre justement aux enfants d'être à même de connaître leurs droits. Oh, les enfants, ils me touchent là, les droits de l'enfant. Nous envisageons la mise en place avec le ministre de l'Éducation nationale d'un passeport éduc-droit. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? De mieux connaître nos institutions, notamment nos institutions judiciaires et les règles de droit. C'est pour moi fondamental. Un passeport éduc-droit. Dans les deux préoccupations. Est-ce qu'il y aura de la prévention pour la pédophilie? Une plateforme où nous avons 1 million de contributions. On aimerait bien. Un exercice démocratique absolument inédit. Autrefois, quand on voulait réformer la justice, ça se faisait place Vendôme et que place Vendôme. Donc là, on a essayé d'ouvrir tout cela. Et dans ces contributions multiples, il y a deux choses qui reviennent. La lenteur de la justice, je l'ai dit il y a un instant,
mais aussi le fait qu'elle ne soit pas suffisamment connue. Ça, c'est de façon très large, et pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, bien sûr, il y a le volet éducatif, notamment, pour que les enfants aient connaissance des droits qui sont les leurs. Moi, ça me Ah bon, paraît les enfants ont des tout à droits? fait, Pas essentiel, les parce victimes que de placements le rapport abusifs, que l'on a avec les ni enfants les victimes de aujourd'hui, réseaux c'est un pédocriminels. rapport qui a beaucoup changé. On Ils les n'ont pas de considère droits. plus aujourd'hui comme des sujets passifs, mais comme Fictifs, des les droits de citoyens l'enfant de demain, et donc, en France. dans la formation, dans l'appréhension de ce qu'est l'importance du droit, de la règle de droit. Et puis j'ai presque envie de dire de l'état de droit, je suis un peu optimiste, mais ça commence par Entre le bobard et la réalité, il y a un fossé. que m'a-t-on ensuite demandé? Alors, Madame Pasquini, 13 ans dans les placements abusifs. Je peux vous dire que auquel je ne peux là aussi qu'apporter une réponse budgétaire, ils sont complètement à côté de la plaque. en regrettant que vous n'ayez pas... Et on n'a pas de chiffres. Hein. C'est ce qu'a demandé le député tout à l'heure. C'est quand même gentil de vouloir renforcer les moyens Bizarrement, de la justice, on n'a pas de faut être chiffres. au rendez-vous du budget quand on le présente et que justement il permet de Ah, renforcer faut les plus moyens de la d'argent. justice. On peut pas avoir Faut le plus beurre, de le juges. beurre et courtiser la crémière, ce n'est pas possible ça, vous voyez. À un moment, il faut faire des choix. Vous dites non à tout. J'ai dit hier que c'était le mur des noms. Hein, et puis, Le mur des cons, oui. Comment vous faites? Oui, donc nous souhaitons renforcer la justice. Nous l'avons fait grâce à un budget que vous n'avez pas voté, pardon, de vous. Pardon, et vous n'êtes pas la seule. Et vous n'êtes pas la seule. Voilà. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, Il règle faut ses râler parce comptes, que là. Les moyens ne sont pas au rendez-vous de vos espérances, mais quand on décide les moyens, vous n'êtes pas là pour les voter. Pardon. Et nous, quand on fait remonter au ministère de la Justice les conneries des juges et les placements abusifs, on n'est pas écouté, monsieur Dupond-Moretti. J'avais noté pour ce premier tour. Madame Perrine Goulère, J'avais, qui dénonçait des placements masqué abusifs, Madame Servan, qui Hugues. ensuite ne dénonçait plus. Les placements sont justifiés. Oui, c'est ça. Pardon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les violences sexuelles faites aux enfants Ah, en situation on y de revient. handicap, qui ont 3 fois plus de risques d'en être victimes Eh qu'un oui. enfant valide. 160 000 enfants sont concernés chaque année, et dans plus de 80% des cas... Chiffre l'auteur de l'agression est un l'OMS de membre 2012. Cependant, les violences que subissent les enfants en situation de handicap sont aussi parfois commises par des professionnels du secteur médico-social. Ah, merci de le dire, Effectivement, un madame. contact très fréquent avec eux. Député de l'Isère, L'inscription au fichier Servan des auteurs Hugues. d'infractions sexuelles ou violentes, en principe automatique si la victime est mineure, peut être levée par le juge ou le procureur. Et la consultation de ce fichier n'est pas obligatoire avant l'embauche d'un professionnel au sein d'une institution en lien avec... Bam, elle parle de la circulaire du 22 novembre. L'inscription au fichier par les juges et procureurs est-elle fréquente et quelle est votre position à ce sujet? Pensez-vous qu'une consultation systématique pour le recrutement de personnel dans le secteur du médico-social ou plus largement, ASE, Éducation nationale par exemple, serait une voie pertinente pour réduire les risques de violences sexuelles commis sur Bien les sûr enfants que par les oui. professionnels? Ils l'ont Je supprimé. vous remercie. Pour alterner entre majorité et opposition, je vais donner la parole à Monsieur Bernalicis. Oui, merci Madame la Présidente. Dans cet esprit de co-construction qui anime le garde des Sceaux, je proposais non pas que l'on discute des moyens de la justice qui prêtent à la polémique, parce qu'effectivement on pense qu'ils ne sont pas au bon endroit, et ce qui justifie notre vote contre ce budget de la justice. Et vous connaissez notre point de vue, le point de vue de notre groupe, notamment sur la construction des places de prison. Donc, Bernard ça ne nous aura pas Lissis. échappé. Évidemment, Député j'en viens au fond de France ce qui nous Insoumise occupe sur, du Nord. l'aide sociale à l'enfance et l'exécution des mesures. Ma collègue Marianne Maximi, juste à côté de moi, vous interrogez tout à l'heure, non pas sur le délai de la justice en soi, mais sur le délai d'exécution, qui n'appartient pas à la justice, mais bien au département, vous l'avez vous-même rappelé. On peut déjà faire un constat d'échec. Vous dites que vous avez une collègue au gouvernement qui est chargée de discuter avec les départements pour que ça aille bien. Bon, ça va pas. Ça va pas, et c'est pas nouveau, et ça continue de pas aller. Donc déjà, c'est peut-être qu'il faut changer de méthode sur ce registre-là. C'est le premier point. J'aimerais qu'on puisse les auditionner, ces départements défaillants, ici, dans cette délégation, pour avoir... Ah bah il y en a un paquet, hein, politique et de concrète. départements Ça me semble défaillants. pertinent. Premier point, pour mettre la pression. Deuxième point,
vous avez, vous, dans vos prérogatives, une partie de la solution. Je me le suis fait expliquer parce que moi-même, au début, je me disais, mais qu'est-ce que ça a à voir on m'a parlé de la PJJ, j'ai dit, mais attendez, la PJJ, c'est le pénal. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il arrive que des antennes de la PJJ prennent en charge des mesures civiles, en complément. Et donc, au regard des textes, il n'y a pas besoin de faire de modifications législatives ou réglementaires, même quelconques, pour que la PJJ puisse prendre en charge, exécuter des mesures qui sont aujourd'hui inexécutées par les départements. Et ça, c'est de votre prérogative, monsieur le ministre. Donc, je vous pose la question, peut-on envisager que les services de la PJJ, vous avez vous-même vanté l'augmentation de 10% du budget, puissent prendre en charge, dans les départements qui sont défaillants, des mesures, parce qu'à la fin, ce qui doit nous animer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et que la mesure prononcée par un magistrat soit exécutée. Pas de se renvoyer la balle entre départements, c'est pas moi, c'est l'autre, ils sont défaillants, mais oui, vous comprenez ma collègue. J'ai envie de dire de manière très triviale, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gosses qu'on doit prendre en considération. Merci, Monsieur Bernettis. Et effectivement, nous avons prévu d'auditionner l'ADF dans les prochaines semaines, tout comme l'AMF d'ailleurs. Donc, nous répondrons à votre demande. L'AMF. Monsieur Philippe Fay avait demandé... Auparavant dirigé par le magistrat qui a enlevé mon enfant. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, dans le cadre de la protection des enfants victimes de violences, l'autorité parentale peut être suspendue pour motif grave dès l'ordonnance de protection au moment du divorce ou du Philippe Fay, ou au pénal. député Si ces du décisions Pas-de-Calais. de permis de parentalité se démocratisent davantage aujourd'hui, elles cachent néanmoins une toute autre réalité qui est celle des rencontres imposées qui privent ces mêmes victimes de protection. Comment peut-on justifier que la justice puisse, par asymétrie, imposer des droits de visite à ces mêmes enfants que l'on souhaite préserver ? Cette injonction paradoxale prive les victimes de leur droit à la reconstruction et redonne le contrôle aux parents condamnés sur la vie des victimes déjà largement souvent impactées par un stress post-traumatique. Un père incestueux et violent peut-il revoir ses enfants? Eh bien non. Le retrait de l'autorité parentale est motivé, ne doit-il pas en être de même pour les droits des visites? Effectivement, quand on retire le permis, on ne conduit pas, même en conduite accompagnée. Merci. Bonne question. Merci beaucoup, Monsieur Fay. Madame Loire. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, nous avons tous ici connaissance des problèmes que vivent ces enfants pris en charge par les services de l'ASE. De nombreux scandales ont d'ailleurs récemment éclaté. Malheureusement, ces problèmes ne sont pas nouveaux et malgré de nombreux reportages qui ont averti l'opinion publique, ne diminuent absolument pas. Aujourd'hui, l'accès à ces établissements est particulièrement compliqué. C'est pour cela que j'aimerais vous demander ce que vous pensez de cette impossibilité d'accès aux parlementaires pour les centres de protection de l'enfance. Et par conséquence, si vous seriez prêt à vous positionner pour une amélioration de l'accès à ces centres à nous parlementaires. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question ne vous étonnera pas. L'enfant qui évolue dans un contexte de violence intrafamiliale est un enfant en danger avec des conséquences graves pour son développement, sa santé, sa sécurité, qui nécessite un accompagnement spécifique. Je voulais attirer votre attention sur le travail de concertation qu'on avait fait au mandat précédent et sur les conséquences liées à l'exposition de ces enfants dans le cadre de violences conjugales. Notre souhait est de placer l'enfant au-dessus du principe de coparentalité et de reconnaître l'enfant comme victime de violences conjugales. Ce qu'on proposait, c'était le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants, une infraction autonome lorsque l'enfant est exposé à des violences, puisque il n'est reconnu comme victime que dans le cadre pénal, et pour aller dans le sens de mon collègue, une suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné pour violence. La réflexion sur ce qui n'est pas le cas parentale a évolué. Vous êtes prononcé avec Charlotte Cobel à la rentrée pour son retrait et la suspension du droit de visite et d'hébergement dans le cas limité d'inceste et de violation ce qui n'est pas le cas, vu le nombre d'affaires qu'on a en France. Il y a même des parents en prison comme le capitaine Majani. Pendant l'enquête, nous proposons d'étendre cette suspension ou ce retrait à l'autorité parentale lorsque les enfants sont exposés.
Dans le cadre de la délégation, nous avons auditionné la semaine dernière le juge Édouard Durand, le président du Civis. Il a rappelé le lien indispensable entre conjugalité et parentalité. Il ne s'explique pas que l'on ne prévoit pas le retrait juridique de perpétuer la violence et l'emprise par l'exercice de l'autorité parentale ou lors des droits de visite et d'hébergement. Il s'est dit favorable de longue date à une législation impérative sur les violences conjugales, portant inscription dans le code civil et de cette suspension et de ce retrait. Ce consensus est largement partagé. Nous avons déjà débattu sur ce sujet avec vous-même et votre cabinet. Quelles propositions êtes-vous en mesure de nous faire dans ce domaine? Merci. Merci beaucoup. Normalement, je n'ai plus d'inscrits au niveau des groupes. Je vais me permettre, Monsieur le Ministre, par rapport à mon propos préliminaire, tout à l'heure, vous avez indiqué qu'effectivement, chaque enfant pourrait avoir un avocat. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, affaire Céliste et Sirici dans le Val-de-Marne, l'avocat a été choisi par le magistrat et imposé, le même chaque année. Ma question sur la possibilité d'appel d'une enquête sociale. Et n'écoutez pas la parole des enfants. A dit Monsieur Bernalicis, c'est-à-dire est-ce que la PJJ, par exemple, ne pourrait pas venir en contre-appel pour permettre le contradictoire qui vous est si cher, c'est qu'aujourd'hui, en procédure, il n'est pas respecté. L'enquête sociale fait foi et il n'y a pas possibilité d'avoir une contre-enquête. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité à ce niveau-là. Et enfin, sur le tiers digne de confiance, est-ce que vous avez fait passer une consigne au juge pour qu'il puisse mieux gérer cette chose-là? Et sur les retranscriptions d'audition, j'entends, mais je pense qu'effectivement, peut-être que même si on donnait à la défense la vidéo de l'enfant, peut-être que l'auteur se rendrait compte des difficultés de son enfant ou de l'enfant qu'il a agressé. Donc voilà, c'était les quelques points sur lesquels vous ne m'aviez pas répondu. Je me permets, vu qu'il n'y a plus de questions. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, d'abord, vous savez bien, Madame la Présidente, chère Perrine, qu'on ne passe pas des consignes comme ça au juge quand on est garde des Sceaux. Hein? Circulaire, pardon. Ouais, mais je vous ai dit que j'en préparais une. Donc vous aurez forcément connaissance. Non mais, Monsieur Bernalicis, qui est très soucieux comme moi d'ailleurs,